Bienvenue à ce webinaire organisé par la Société canadienne de l'ASP, qui fait partie de la série de webinaires Ce qu'en disent les experts auxquels prennent part différents spécialistes en sclérose en plaques. Merci de vous joindre à nous ce soir. Nous tenons d'abord à remercier notre commanditaire principal, Novartis, et nos commanditaires partenaires Biogène, EMD Renault, Alexion et Roche, sans qui la tenue de ce webinaire ne serait pas possible. Je m'appelle Jean-Sébastien Lavoie et il me fait grandement plaisir d'animer encore une fois le webinaire de ce soir. Je suis impliqué auprès de la Société canadienne de l'ASP depuis quelques années. J'ai participé à la web-série Souper Party, à des capsules d'information sur l'ASP et je suis membre d'un comité national de jeunes adultes atteints de l'ASP. Je vis moi-même avec la sclérose en plaques depuis les 7 dernières années. Donc, avant de commencer, veuillez noter que le webinaire est enregistré et pourra donc être visionné ultérieurement sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez un courriel avec le lien vers l'enregistrement lorsqu'il sera disponible. Le lien sera également partagé sur la page Facebook de la Société de la SP. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez les entrer dans la boîte de discussion qui apparaît à l'écran. Bienvenue aux participants qui nous suivent sur Facebook. Vous pouvez également poser des questions en commentaire et nous tenterons de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Veuillez noter que la Société de la SP n'approuve, n'endosse ni ne recommande aucun produit ou traitement en particulier, mais fournit plutôt de l'information pour aider les personnes à prendre leurs propres décisions. Je désire maintenant souhaiter la bienvenue à l'experte qui prendra part au webinaire d'aujourd'hui, Dr Emmanuelle Lapointe. Donc, Dr Emmanuelle Lapointe, bon, bonjour. Je vous présente à tout le monde. Le Dr Emmanuelle Lapointe a obtenu un doctorat en médecine et a complété sa résidence en neurologie à l'Université de Sherbrooke. Elle a par la suite suivi une formation complémentaire en sclérose en plaques et en neuromyélite optique à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Également impliqué en recherche clinique, Dr Lapointe travaille actuellement comme neurologue et responsable de la clinique de sclérose en plaques au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Donc, bienvenue Dr Lapointe, la parole est à vous. Bonjour à tout le monde. Alors, je pense que c'est un sujet un petit peu controversé qu'on va discuter ce soir. Donc, en fait, mon titre était volontaire, là, nutrition et sclérose en plaques, où en est la science? Des fois, on a de la misère à répondre aux questions de nos patients parce qu'en fait, la science n'est pas si avancée qu'on voudrait peut-être là dans ce domaine de la nutrition et de la sclérose en plaques. Donc, on va regarder en fait là, les données qui sont disponibles. Donc, les objectifs, c'est d'examiner les données scientifiques en lien avec la nutrition et le risque de sclérose en plaques et d'activité de la maladie, puis évaluer s'il y a un bénéfice de suivre une diète particulière pour la maladie. Bon, ça c'est mes déclarations de conflit d'intérêt potentiel. Il n'y en a pas vraiment là, pour la présentation puisqu'on parle de la nutrition. Fait que, en fait, pour en arriver à parler de la diète puis de comment ça peut influencer la maladie, je pense qu'il faut comprendre c'est quoi la sclérose en plaques. Donc, en fait, c'est la maladie inflammatoire auto-immune démyélinisante qui touche le système nerveux central la plus commune. Donc, c'est la cause excluant le trauma la plus fréquente de handicap dû à une atteinte du système nerveux central chez les jeunes adultes. Puis en fait, qu'est-ce qui se passe dans le système nerveux central? Bien, avant, bon, ça s'appelle la sclérose en plaques, hein, c'est parce qu'on voyait des plaques là, à la pathologie. Donc, on pensait que c'était seulement les plaques là, qui étaient le marqueur de la maladie, puis qu'il y avait, en fait, c'était une maladie avec de la démyélinisation principalement. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a de la démyélinisation, mais il y a aussi du dommage axonal. Fait que c'est quoi un axone? Au fond,
mettons que vous avez un fil électrique avec l'enveloppe autour du fil électrique qui isole là, pour l'électricité, ben l'enveloppe c'est la myéline, puis le fil c'est l'axone. Donc, nous, tous nos nerfs, dans notre système nerveux, il y a plein d'axones puis qui sont enveloppés de myéline. Donc, en fait, quand on parle de démyélinisation, ben on parle d'inflammation puis de dommages à l'enveloppe du nerf, ce qui fait que la vitesse de conduction dans le nerf va être réduite. Ben, dans le nerf. Je dis le nerf, là, mais c'est pas vraiment des nerfs au niveau du cerveau, là. Mais disons, dans le système nerveux central, la conduction des influx nerveux va être réduite. Mais c'est sûr que s'il y a beaucoup de démyélinisation, ben, des fois, il peut y avoir du dommage à l'axone. Puis ça va causer des symptômes qui vont moins bien récupérer, du handicap plus sévère parce que l'axone, c'est plus difficile de se régénérer. Il y a aussi de l'inflammation. En fait, il y a de l'inflammation dans le cerveau, mais il y a de l'inflammation un peu partout dans le corps. En fait, quand on a la sclérose en plaques, c'est pas de l'inflammation qui se mesure. Hein. Si on mesure, par exemple, la CRP, qui est un marqueur d'inflammation qui va s'élever si on a un gros cancer, une grosse infection, qu'on fait de la grosse fièvre, là, on va avoir souvent une CRP élevée, mais en sclérose en plaques, ces marqueurs-là seront pas élevés. C'est pas quelque chose qu'on peut mesurer comme ça dans le sang, c'est vraiment qu'il y a de l'inflammation dans le sens que le système immunitaire est débalancé. Donc, justement, débalancement du système immunitaire, la théorie la plus acceptée pour expliquer là, la sclérose en plaques, d'où ça vient, ben, c'est qu'il y a un déséquilibre dans l'équilibre du système immunitaire vers un système qui est plus pro-inflammatoire. Donc, en fait, moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est qu'on a tous des globules blancs, des soldats qui circulent puis qui nous reconnaissent. C'est pas seulement les gens qui ont une maladie auto-immune qui en ont, mais normalement, les soldats, on va dire, ils nous tolèrent, donc ils sont dans un état de tolérance. Mais quand il y a un débalancement du système immunitaire, ben là, il n'y a plus de tolérance et là, les soldats reconnaissent pas bien à quoi il faut s'attaquer puis à quoi non, là, si on veut. Donc, en fait, quand on parle de outside-in, c'est que dans le fond, il y a un déséquilibre dans tout le corps. Fait que les globules blancs qui circulent, ben, en fait, ils sont pro-inflammatoires, puis là, ben, ils vont entrer dans le cerveau. Puis, mais je dis les globules blancs, mais c'est les cellules du système immunitaire. Puis là, ils vont entrer dans le cerveau, puis là, causer du dommage. Je change jamais de la bonne façon la diapo. Donc, dans le système immunitaire, il y a plusieurs types de cellules immunitaires. Il y a le système inné, qui est comme la première réponse, là, si on veut, à une infection ou à un antigène qu'on ne tolère pas. Puis, il y a la réponse adaptative. Là. Fait qu'en fait, vous, sûrement que vous entendez plus souvent parler des lymphocytes B, lymphocytes T, ça fait partie de la réponse adaptative. Mais finalement, en sclérose en plaques, on se rend compte que c'est pas un seul type de cellule qui est débalancé, si on veut. C'est un peu tout là qui est débalancé. Puis en fait, les cellules, ils communiquent entre elles, puis elles se débalancent entre elles, là, finalement. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas juste une seule cible, puis qu'on est donc, tu sais, qu'il y a plusieurs médicaments, par exemple, là, qui peuvent fonctionner pour réduire l'activité de la maladie. Fait que pourquoi que le système immunitaire est pro-inflammatoire? Bien, il y a des facteurs de risque génétiques. On sait que la sclérose en plaques, c'est plus fréquent chez les personnes caucasiennes ou blanches. En fait, là, cet allèle-là, là, le HLA-DRB1 étoile 15, c'est celui qui a la plus forte association. C'est pas une grosse association, hein. Ça confère un risque de 3 fois plus que la population générale seulement. Puis dans le fond, on va le retrouver chez quand même 20% des gens qui ont pas la sclérose en plaques. C'est juste qu'on va le retrouver plus souvent chez les gens qui ont la sclérose en plaques. Donc 58% des gens qui ont la sclérose en plaques vont avoir cet allèle-là, là, ce gène-là, si on veut, versus 20% des contrôles. Fait qu'en fait, ça, c'est celui qui a la plus forte association, mais il y en a plein qui confèrent un risque augmenté de 1,5 fois ou autour de ça. Donc, en fait, probablement que c'est de multiples gènes de susceptibilité qui interagissent avec l'environnement puis qui font que quelqu'un est plus à risque de développer la sclérose en plaques. Il
bon, on sait aussi que la latitude, là, en fait, plus on est loin de l'équateur, au nord ou au sud, plus on a de risque de développer la sclérose en plaques. Est-ce que c'est juste à cause de la vitamine D ou pas? Ça, c'est pas tout à fait clair. Mais ça, bon, c'est ce qu'on sait. Pour ce qui est de l'immigration, en fait, ça, c'est intéressant parce que ça vous montre que c'est pas seulement la génétique qui est importante, mais que l'environnement aussi. Par exemple, si on immigre après l'âge de 18 à 22 ans, donc comme adulte, ben, on conserve le risque de notre pays d'origine. Alors que si on immigre quand on est plus jeune, on acquiert le risque du pays dans lequel on immigre. La vitamine D, bon ça, tu sais, on parle de nutrition, déjà les vitamines. Donc, en fait, la vitamine D, là, c'est vraiment le supplément pour lequel on a le plus d'évidence, OK? Puis en fait, même là, il y a une certaine controverse là par rapport à est-ce que vraiment, si je donne de la vitamine D, est-ce que là, je réduis l'activité de la sclérose en plaques? Tu sais, peut-être qu'on réduit surtout l'activité radiologique, mais cette évidence-là n'est pas il y a quelques études qui sont, tu sais, ça va pas toutes dans le même sens. Par contre, on voit qu'il y a une association claire entre le niveau sérique de vitamine D dans la vie et le risque d'avoir la sclérose en plaques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a des récepteurs de vitamine D sur les cellules immunitaires, puis que la vitamine D a un rôle dans l'immunomodulation. Ça diminue le stress oxydatif, qui est comme un peu toxique là, pour notre système nerveux. Fait que comme je vous le disais, on sait que le degré d'exposition au soleil est inversement corrélé au risque de sclérose en plaques, que le niveau de vitamine D dans le sang corrèle avec le risque de sclérose en plaques et l'activité de la maladie. Puis il y a même des cohortes qui ont identifié que les bébés qui naissent au mois, à l'automne, en fait, auraient moins de risque d'avoir la sclérose en plaques que les bébés qui naissent au printemps, présumément, parce que la mère était exposée plus à la vitamine D. Fait qu'en fait, tu sais, souvent, il y en a eu d'entre vous qui ont eu des grossesses, votre neurologue vous a sûrement dit continue ta vitamine D. Ben, c'est à cause d'évidences comme ça, ou par exemple, dans d'autres cohortes, là, il y avait dosé même le niveau sérique de vitamine D chez le bébé. Puis en fait, c'était corrélé au risque d'avoir de la sclérose en plaques plus tard dans la vie. Donc ça, c'est quand même intéressant, mais tu sais, pourquoi est-ce que les gens qui ont un niveau de vitamine D plus bas, tu sais, est-ce que vraiment en supplémentant la vitamine D, on va pouvoir prévenir, si on veut, la sclérose en plaques? Ça, c'est pas clair. On n'a pas d'évidence qui nous dit directement ça, mais il y a une association quand même, puis c'est pas dangereux de prendre de la vitamine D, alors on en donne généralement. Généralement, donc, on donne à peu près on a besoin d'à peu près 2000 unités par jour pour atteindre des niveaux à plus que 75. Puis en fait, on voudrait plus que 75 dans le sang, peut-être même plus que 100, parce que comme je vous disais, le niveau corrèle, plus notre niveau de vitamine D est faible, plus on a d'activité de la maladie ou de risque de la maladie. Donc c'est pour ça qu'habituellement, on va dire aux gens de prendre entre 2000 et 4000 par jour, là, environ. Selon les recommandations de la Société canadienne de sclérose en plaques, on devrait prendre entre 600 et 4000 unités par jour. Bon, il y a d'autres facteurs de risque, dont l'obésité à l'adolescence, qui est un facteur de risque pour la sclérose en plaques. Le fameux virus de la mononucléose, l'EBV. Vous avez sûrement entendu parler beaucoup de ça là, récemment, étant donné là, qu'il y a eu des publications là, récemment, puis qu'il y a des vaccins là, maintenant qui vont être à l'étude là, pour ça. Donc, on sait que en fait, la mononucléose, c'est très fréquent dans la population générale. Là. Il y a 83 à 90% de la population qui a eu la mononucléose si on le teste dans leur sang. Mais chez les gens qui ont la sclérose en plaques, mais c'est plus de 99%. C'est presque impossible d'avoir la sclérose en plaques si on n'a pas eu la mononucléose. Donc, on savait déjà là, que c'était un facteur de risque. Puis le tabagisme aussi, là, c'est un facteur de risque important pour avoir la maladie, pour avoir une maladie plus sévère, plus de risque d'avoir la forme progressive également. Fait que finalement, est-ce que les habitudes de vie en général ont un impact sur la maladie? Ben oui, hein, clairement. On sait que, le tabagisme, on vient d'en parler.
Mais on sait aussi que si on est obèse, qu'on est hypertendu, diabétique, qu'on fait du cholestérol, tous les facteurs de risque traditionnellement vasculaires, ce qui augmente votre risque, mettons, de faire un AVC ou un infarctus, bien ça, on sait que si on a la sclérose en plaques et qu'on a ces problèmes-là en plus, bien, on a plus de chances d'avoir plus de handicap puis d'aller moins bien. Donc, en fait, on sait qu'il faut éviter et traiter bien ces comorbidités-là. OK? Puis ben, ces comorbidités-là, ils dépendent de quoi? Ben, entre autres, des habitudes de vie. Hein. C'est sûr que si on mange moins bien, on a plus de chances d'avoir de l'obésité, de l'hypertension et du cholestérol. Alors, juste là, on peut dire que ben, il y a sûrement un bénéfice de bien s'alimenter quand on a la sclérose en plaques, ne serait-ce que pour éviter ces comorbidités-là. On sait aussi que l'exercice physique, ça améliore l'énergie, hein, c'est sûr. Je ne sais pas si vous avez déjà, il y a eu des périodes de votre vie où vous avez fait moins d'activité physique, des fois plus. Ben c'est sûr que quand on est plus actif, ben, on a plus d'énergie. Les gens qui font plus d'activité physique aussi ont moins de handicap là, généralement. Donc, là, une autre habitude de vie qui peut avoir un impact sur la maladie. Puis, bon, l'obésité aussi, on en a parlé un petit peu, là, mais c'est sûr que ces gens-là ont plus de fatigue là aussi. Puis, en fait, c'est ça. Donc, si on revient à l'alimentation, est-ce que cette habitude de vie-là peut avoir un impact sur la maladie ou au moins sur les symptômes que les gens présentent? Mais oui, en fait, ça, il y a quand même il y a quand même quelques publications là, scientifiques par rapport à ça, dont celle-là que je trouvais qui était particulièrement intéressante. Là, ça date de 2018. Le titre, c'était que la qualité de la diète est associée avec le handicap et la sévérité des symptômes dans la sclérose en plaques. Puis en fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait remplir un questionnaire aux participants du registre NARCOM. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi ce registre-là. Là, c'est un registre nord-américain, principalement aux États-Unis, là, de patients qui sont atteints de la sclérose en plaques. Et en fait, il y a des milliers et des milliers de patients dans ce registre-là. Il y en a, je pense, autour de 7000 ou plus que ça qui sont actifs, là. Donc, en fait, il y avait dans cette étude-là là, 7639 patients qui avaient quand même rempli le questionnaire, qui était un questionnaire validé là, sur la qualité de l'alimentation. Ça ciblait pas une diète en particulier, mais ça regardait un peu là, si les gens s'alimentaient bien ou pas très bien. Et il regardait, ben, est-ce que ces gens-là rapportent plus ou moins de fatigue, de dépression, d'atteinte cognitive ou encore là, de handicap en lien avec leur maladie. Puis, ce qu'ils ont trouvé, ben, c'était que plus les gens s'alimentaient bien, ben moins il y avait de dépression, moins il y avait de fatigue, de douleur et d'atteinte cognitive. Donc ça, c'est quand même intéressant, je trouve, puis c'est un bon argument parce qu'il y a beaucoup de patients là, quand même qui ont répondu au questionnaire, fait que c'est assez convaincant, je trouve là. Puis c'est pas surprenant non plus, hein, on s'y attend là, que si on mange mieux, ben on va avoir moins de symptômes. Fait que juste avant de continuer, tu sais, on parle d'études puis tout ça, puis c'est difficile des fois de suivre, je trouve, puis de démêler tout ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on peut voir là, sur l'alimentation et la sclérose en plaques. C'est sûr que vous, tu sais, ça se peut que vous ayez lu, là, il y en a plein, hein, des diètes qui ont été rapportées comme étant bénéfiques, là, dans la sclérose en plaques. Puis là, ben, ça se peut que des fois, vous ayez voir votre neurologue puis qu'ils vous disent, ben, tu sais, on n'a pas de données, on le sait pas, tu sais, c'est comme tu veux. Fait que là, vous allez vous dire, bon, ben, écoutons, c'est plate, ça, comme réponse. Hein. C'est vrai que c'est plate. Mais en fait, tu sais, c'est sûr que nous, l'évidence scientifique, comment ça fonctionne, ben, il y a des niveaux de qualité d'évidence. Fait que c'est sûr que le plus haut niveau, c'est une étude randomisée, contrôlée à l'aveugle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend des patients, qu'on offre 2 interventions. Donc, en fait, les patients, il y en a, mettons, la moitié des patients qui vont avoir l'intervention, la moitié des patients qui vont avoir une fausse intervention ou un placebo, si on parle d'un médicament.
Puis ça, c'est pourquoi? Ben, c'est pour éviter justement l'effet placebo qui existe malheureusement dans tout. Hein. Notre cerveau est très, très puissant. Donc, en fait, même là en Parkinson, là, vous voyez si l'effet placebo existe. Là, alors que s'il y a bien une maladie dans lesquelles les symptômes sont visibles et évidents, c'est bien le Parkinson. Là. Donc, tu sais, notre cerveau est très puissant. Fait que c'est pour ça que la meilleure qualité d'évidence, c'est d'avoir un groupe qui fait la vraie intervention, puis un groupe qui fait pas vraiment la vraie intervention. Souvent, ce groupe-là va faire quelque chose de semblable. Par exemple, va prendre une pilule placebo pour qu'on ne sache pas exactement, ni le patient, ni l'évaluateur ne sait c'est quoi la vraie intervention pour pas non plus biaiser les évaluations. Donc c'est ça. Puis quand on dit randomiser, ben en fait c'est que les patients vont être attribués de façon aléatoire à un groupe ou l'autre. Puis ça, ben c'est pourquoi. C'est parce que dans la vie il y a des facteurs confondants qu'on connaît. Par exemple, tiens, on parlait de la fatigue. On a dit l'obésité, ça cause de la fatigue, la sclérose en plaques, ça cause de la fatigue. Ben, tu sais, c'est sûr que ça, c'est un facteur confondant, on va dire, de fatigue, ou on pourrait dire l'hypothyroïdie. Tiens, ça serait une autre cause de fatigue qui pourrait confondre. Mais il y en a peut-être des facteurs confondants qu'on connaît pas, qu'on sait même pas qu'ils existent. Alors, c'est pour ça qu'on veut répartir aléatoirement les gens dans deux groupes pour essayer que les groupes soient le plus balancés possible, puis que les facteurs confondants qu'on connaît pas finalement soient égales là, dans les deux groupes. OK? Malheureusement, c'est dur de faire ce genre d'études-là pour la diète parce qu'on sait ce qu'on mange, hein, évidemment. C'est dur de manger du placebo, là, finalement. Puis il n'y a pas beaucoup d'études aussi qui ont beaucoup de patients. Donc c'est peut-être pour ça, des fois, que votre neurologue vous répond qu'on ne sait pas. Donc, cela étant dit, maintenant, vous allez pouvoir mieux interpréter ce que je vais vous dire. Bon, fait que est-ce qu'on sait s'il y a des aliments en particulier qui sont bénéfiques pour la maladie ou pour prévenir la maladie? Bon, c'est sûr que il y a beaucoup de données chez des modèles animaux ou même chez l'humain, où est-ce qu'on fait des prises de sang spéciales, puis qu'on regarde certains marqueurs inflammatoires, puis on va dire, ah, ben là, tel marqueur inflammatoire est plus élevé. Mais tu sais, au fond, en bout de ligne, vous, ou les gens en général, ce qu'on veut, ben, c'est pas avoir un marqueur d'inflammation moins ou plus élevé dans notre sang, c'est de se sentir mieux, d'avoir moins de handicap, de faire moins de poussées, etc. Alors, c'est sûr que malheureusement, même si on a des études chez les modèles animaux ou chez les humains qui montrent que certains aliments qui sont associés à moins de présence de marqueurs inflammatoires, on va dire, ou moins de stress oxydatif, comme on parlait tantôt, ben on n'a pas quand c'est regardé dans les petites études qui sont disponibles, on n'arrive pas à détecter l'impact clinique de ça. OK? Donc, mettons, de prendre des suppléments de curcuma, ben, tu sais, oui, peut-être que si on en prenait beaucoup de suppléments de curcuma puis qu'on mesurait des marqueurs inflammatoires dans le sang, on trouverait que c'est bon. Par contre, on n'a pas jusqu'à maintenant de données qui nous dit oui, prendre des suppléments de curcuma, ben le patient va mieux, il progresse moins, il y a moins de poussées, etc. Donc, par contre, les aliments là qui ont potentiellement montré un bénéfice, au moins du point de vue des marqueurs inflammatoires, mais ça serait le curcuma, on parle tantôt, la vitamine A, la mélatonine, les oméga-3 là, polyinsaturés, fait que ça se trouve surtout dans le poisson, les noix, les graines. Puis vous avez peut-être entendu parler de l'acide alpha-linénoïque, linoléique, j'ai de la misère un petit peu des fois à prononcer ces choses-là, là. Mais ça fait partie là, des oméga-3 polyinsaturés, ça se trouve dans l'huile de lin, dans les noix. D'avoir beaucoup d'acide alpha-linénoïque, là, ça a été associé ça, à une plus faible incidence de sclérose en plaques et peut-être à une réduction des poussées. Alors ça, c'est comme un des aliments les plus prometteurs, je dirais. Sinon, bon, on a aussi les polyphénols, donc ça se retrouve dans les légumes, les fruits, le thé et les fibres.
Fait que ça, en fait, moi, quand je lisais en fait là-dessus, ben je me disais, tu sais, c'est drôle parce que c'est la même chose qu'on entend pour le cancer, pour plein d'autres maladies. Fait que tu sais, c'est toujours les mêmes aliments qui sont bons pour nous. Donc ça, ça me conforte en fait. Puis on retient peut-être particulièrement là, l'acide alpha-linéloïque. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont néfastes? Bon, là encore, c'est le même degré d'évidence. C'est surtout dans des modèles animaux où est-ce que là, il y avait plus de marqueurs inflammatoires, mais en fait, ça serait les gras trans, les gras saturés, les diètes riches en carbohydrates. Les carbohydrates, là, c'est le pain, les pâtes, OK? La viande rouge, le sucre, le sel. Puis en fait, c'est encore là, hein, c'est les mêmes aliments qu'on entend toujours qui sont pas bons pour nous. Puis ça, en fait, comment là qui serait néfaste ces aliments-là? Ben en fait, ils seraient soit directement pro-inflammatoires ou indirectement. Par exemple, les carbohydrates, ben ça, en fait, c'est que ça induit une production d'insuline par notre corps. Puis à ce moment-là, ben c'est l'insuline en fait là qui est comme néfaste là, puis qui va être pro-inflammatoire. Là. Donc, soit c'est les aliments directement ou indirectement, là, finalement, qui pourraient avoir un effet pro-inflammatoire. Et puis, l'autre chose, ben, c'est que vous avez entendu parler du microbiome, là, on va en parler un petit peu plus loin, mais ça entraînerait une dérégulation là, du microbiome, là, potentiellement, ces aliments-là. Bon, fait qu'on arrive justement au microbiome. Donc, en fait, c'est quoi ça? Bon, en fait, on sait qu'il y a un axe, l'axe intestin-cerveau. Donc, il y a une communication bidirectionnelle entre le système nerveux central et le tractus digestif. Donc, le tractus digestif, c'est notre intestin, le système immunitaire qui est dans notre intestin, le microbiome. Le microbiome, c'est l'ensemble des micro-organismes, donc des bactéries, des virus, des levures, etc., qui vivent dans notre tractus digestif. Là. Puis, en fait, ces micro-organismes-là, on sait qu'ils ont un impact sur la régulation et le maintien de la fonction normale du système immunitaire inné et adaptatif, en fait, là, donc de tout notre système immunitaire. Puis, il y a certains facteurs, dont la diète, qui peuvent entraîner une altération de la distribution et de la fréquence de certains micro-organismes dans notre intestin, dans notre tractus digestif. Puis ça, on appelle ça une dysbiose. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait comme un petit peu d'inflammation dans notre intestin. Puis, ça augmente le risque d'inflammation systémique. C'est comme si, parce qu'on a de l'inflammation dans notre intestin, ben, on va en avoir ailleurs là, dans notre corps, dans notre sang. L'autre chose, c'est que si on n'a pas si on a une dérégulation de notre microbiome, ben peut-être qu'on peut mal influencer notre système immunitaire et donc diminuer la tolérance au soi. Donc, tantôt, on disait qu'on avait des cellules immunitaires qui circulaient, qui normalement étaient tolérantes à nous, puis que ce qui arrivait dans la sclérose en plaques, c'est qu'ils étaient plus tolérants. Ben, peut-être que ça passe, entre autres, par le microbiome, là. Et donc, on induirait une auto-immunité à ce moment-là. Fait que là, tu sais, on sait pas exactement quel aliment influence telle bactérie, puis faudrait-tu prendre de telle sorte de bactérie, puis tout ça. Mais globalement, on sait que la diète est un des facteurs qui peut influencer le microbiome, qui influence, lui, l'auto-immunité. Fait que les probiotiques, est-ce qu'il faudrait prendre ça? On n'a pas beaucoup de données, ça va vous surprendre que je dise ça. Il y a des petites études courtes. Donc, c'est sûr que on parlait de niveau d'évidence tantôt. On aime mieux quand il y a plus de patients puis que c'est plus long, hein, c'est plus convaincant. Mais il y a quand même des petites études courtes qui suggèrent qu'il pourrait y avoir un bénéfice sur la dépression. Qui est plus fréquente là, en sclérose en plaques et sur la progression du handicap. Mais la qualité des études là, limite les conclusions qu'on peut tirer. T'sais, si vous dites, moi, ça me fait du bien prendre des probiotiques, je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème. Là. C'est certainement pas néfaste, en tout cas. Fait qu'est-ce qu'il y a quelque chose, cela étant dit, qu'on peut recommander particulièrement? Est-ce qu'il y a une diète là, que je recommande à mes patients? Ben,
Non, vous vous doutez de la réponse, là. En fait, il y a plusieurs diètes qui ont été étudiées. Peut-être que celle qui a le plus d'évidence, qui supporte là, sa recommandation, ça serait la diète méditerranéenne. Fait que la diète méditerranéenne, en fait, ça aussi, c'est intéressant parce que c'est toujours ça qu'on entend. Hein. Pour les maladies cardiovasculaires, c'est vraiment la diète méditerranéenne pour laquelle là, il y a le plus d'évidence. Donc, tu sais, on sait déjà que la diète méditerranéenne est bonne pour nous. Fait que si ça vous intéresse de la suivre, ben c'est certainement pas néfaste, en tout cas. Ce qu'on sait, c'est que, bon, la diète méditerranéenne, c'est beaucoup de légumes, de fruits, de noix, de légumineuses, des céréales, des poissons, des gras non saturés, donc beaucoup d'huile d'olive, mais pas de viande rouge, par exemple. Donc, c'est surtout axé sur ces aliments-là. Ça a été suggéré dans certaines études que la diète méditerranéenne serait associée à un plus faible risque de sclérose en plaques. C'est difficile peut-être de départager les autres facteurs dont on a parlé, comme les autres facteurs environnementaux, la génétique, etc., mais bon, potentiellement. Puis, en fait, ça, c'était très intéressant, cette étude-là. Ça a été présenté à l'AAN, au congrès de l'American Academy of Neurology, ce printemps. Puis, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que, bon, ils ont fait une étude rétrospective. Ça, rétrospective, c'est quand on prend un point puis on regarde en arrière. Donc, on va pas suivre les gens pendant un certain temps. On va, mettons, ce soir, on ferait une étude rétrospective, vous envoie tout un questionnaire, puis on regarde en arrière, OK? Mais ils ont quand même pris 563 patients, c'est beaucoup. Puis, ils ont regardé, en fait, là, ils ont pris un score validé de diète méditerranéenne, puis ont regardé à quel point les gens, tu sais, avaient fortement ou pas fortement une diète de type méditerranéenne. Et puis, plus les gens avaient fortement une diète méditerranéenne, moins il y avait de handicap en lien avec leur maladie au moment où ils ont rempli le questionnaire, là, évidemment. Et très intéressant, moins ils avaient d'atrophie cérébrale. Là. Fait qu'en fait, eux, ils ont regardé sur l'imagerie le volume du troisième ventricule. Les ventricules, c'est les cavités qui contiennent le liquide à l'intérieur du cerveau. Le troisième ventricule, c'est, dans le fond, il y a les deux ventricules latéraux principaux, puis après ça s'en va vers le bas dans le troisième puis dans le quatrième ventricule. Puis le troisième ventricule, en fait, il est entouré des thalamies, le thalamus, les thalamies. Puis ça, en fait, on sait là, que c'est une mesure, on utilise souvent l'atrophie du thalamus comme mesure d'atrophie importante en sclérose en plaques parce que, entre autres, ça corrèle aux symptômes cognitifs et à d'autres choses. Donc, moi, je trouvais ça intéressant parce que ça, clairement, bon, on peut pas dire, on est certain, de par le type d'étude qui a été fait, le fait que c'était une étude rétrospective, on ne peut pas dire, on est certain que c'est la diète méditerranéenne qui a fait que ces gens-là ont moins d'atrophie, parce qu'on a peut-être des facteurs confondants qu'on n'a pas détectés. Mais en tout cas, je trouve que c'est certainement intéressant parce que l'atrophie, on veut beaucoup protéger ça en sclérose en plaques. Quand ça fait partie des mesures là, qui sont le plus associées au handicap. Ensuite, il y a d'autres diètes pour lesquelles il y a peut-être un peu moins là, d'études, mais en tout cas, ouais, c'est ça. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup, mais qu'il y a d'autres diètes qui ont été étudiées. Donc, la diète paléo. Fait que ça, en fait, c'est basé sur la nutrition à l'ère paléolithique, donc avant que les humains ne développent l'agriculture. Fait qu'en fait, ils mangent des viandes, des poissons, des légumes, des fruits, des noix. La fatigue, là, en fait, pourrait être améliorée par la diète paléo, mais bon, on mentionnait quand même qu'il fallait faire attention au risque de certaines déficiences. Fait que souvent, les gens vont prendre des suppléments, par exemple, de vitamine B, vitamine D et calcium. Il y a la diète Swank, peut-être que vous avez entendu parler de ça. Donc, en fait, le docteur Swank, lui, il avait observé à partir des années 50 que les patients qui mangeaient beaucoup de gras saturé, ces patients avaient plus de poussées puis plus de handicap. Fait que c'est ça qui l'a mené un peu là à étudier ça. Puis il y a eu donc des petites études là, pas nécessairement là, randomisées, etc. Là, mais en fait là, il y a eu des petites études. Puis
il y a eu quand même une amélioration de la qualité de vie puis de la fatigue là, qui a été rapportée avec cette diète-là, qui limite donc les gras saturés puis qui inclut beaucoup de fruits, de légumes et d'huiles non saturées. Là. Il y a la diète McDougall. Fait que ça, c'est une diète végane très faible en gras. Là, si on veut, en fait, c'est basé sur les carbohydrates avec beaucoup de grains entiers, de fruits et de légumes. Là, ça va sûrement vous faire tiquer parce que tantôt, on a dit que les carbohydrates, c'était peut-être pro-inflammatoire puis ça l'entraînait la libération d'insuline. Mais regardez, dans cette petite étude-là, il y avait moins de fatigue là, qui a été détectée chez les participants. Pas d'effet sur les poussées, l'activité radiologique et le handicap, là, par contre. Puis, on mentionnait quand même de faire attention aussi aux déficiences en protéines, calcium, vitamine D, B et le zinc. Donc, peut-être des suppléments. Là. Ensuite, il y a ça, c'est assez populaire, je dirais, le jeûne intermittent ou la diète cétogène. C'est un peu le même principe physiologique, là, c'est pour ça qu'ils sont souvent mis ensemble. Ça, dans les modèles animaux, ça réduit l'inflammation. Puis ça aussi, en fait, il y a une étude assez intéressante qui est parue là, à l'AN au même congrès dont je vous parlais tantôt. Fait que ça, c'était une étude prospective. Donc, vraiment, ils ont dit aux patients, ça t'intéresse-tu de participer? Oui, ça m'intéresse. Parfait, on te suit pendant le temps de l'étude. Puis, donc, ils ont inclus là, 65 patients. Il n'y avait pas de groupe contrôle. Donc, tu sais, tout le monde faisait la diète cétogène. Là. Il n'y avait pas d'autre choix. Puis, en fait, ce qu'ils ont observé, c'est une diminution de la fatigue, de la dépression. Puis, bon, là, ils ont observé, eux, dans leur étude, qu'il y avait une réduction du handicap. Par contre, ce qui était vraiment marquant dans cette étude-là, c'est que les gens avaient vraiment perdu beaucoup de poids. Hein? On perd du poids quand on fait la diète cétogène. Contrairement à ma clientèle, du moins, ou en tout cas, contrairement aux Québécois, on va dire, la plupart des gens dans l'étude souffraient d'obésité ou d'embonpoint. En fait, il y en avait très peu qui avaient un poids normal. Alors, c'est sûr que ça, je pense que c'est un confondant qui est important parce qu'évidemment que si on perd beaucoup de poids et donc qu'on est capable de faire plus d'activité physique, bien évidemment qu'on va avoir moins, tu sais, on va être capable de marcher plus longtemps, donc on va avoir moins de handicap et on va avoir moins de fatigue aussi, là, ça. Donc, tu sais, est-ce que vraiment, tu sais, c'est l'effet anti-inflammatoire? Là, moi, je suis pas convaincue de ça quand je regarde ces données-là. Mais regardez, par contre, c'est intéressant pour ces patients-là qui ont réussi à perdre du poids puis à être plus actifs. Là, ça, c'est certain que ça va être bénéfique pour eux. C'est une diète, la diète cétogène, qui est quand même difficile à faire. Là, c'est pas tout le monde qui trouve ça bon. Donc, il y avait quand même 17% des gens là qui avaient abandonné la diète parce que c'était trop difficile dans l'étude. Donc, c'est ça. Il y a la diète Wahls, ça, plusieurs personnes m'en parlent aussi. Fait que ça, en fait, c'est une diète paléo modifiée là, avec beaucoup de légumes, là, en fait. Puis, en fait, tu sais, on parle de la diète, mais on parle beaucoup du protocole Wahls, là. Fait que c'est la diète plus des vitamines, de la méditation puis de l'exercice. Puis ça a été aussi rapporté comme améliorant la fatigue et la qualité de vie. En fait, c'est Terry Wahls elle-même qui était médecin, qui avait la sclérose en plaques, puis qui a développé là, cette diète-là, puis qui l'a suivie elle-même, là. Donc, elle a rapporté un grand bénéfice là, sur ses symptômes. Mais quand ça a été étudié là, chez plus de patients, ben c'est ça qui était rapporté, amélioration de la fatigue et de la qualité de vie. Fait que vous voyez, c'est souvent ça, amélioration de la fatigue. C'est beaucoup la fatigue qui s'améliore. La diète sans gluten. Bon, ça, il y a aussi des gens qui m'en parlent. Je pense que c'est important de comprendre c'est quoi l'intolérance au gluten. Donc, tu sais, en fait, la vraie intolérance au gluten, c'est la maladie cœliaque. Puis ça, c'est une maladie aussi auto-immune. Fait que ces gens-là, en fait, là, c'est dangereux là, de manger du gluten. Là, ils font de l'anémie. Tu sais, c'est vraiment une maladie là, auto-immune dans leur intestin. Là, fait que ils peuvent vraiment pas en manger. Là, c'est strict. Il y a des gens qui ont une intolérance, on va dire, mais sans avoir une maladie cœliaque. Ça peut être entre autres parce qu'on a un côlon irritable. Là, c'est sûr quand on a un côlon irritable important ou léger, ben le gluten souvent ça va être plus difficile. Puis ben de façon générale là,
tu sais, les gens, même moi aussi, si je mange beaucoup de gluten, ben, tu sais, c'est plus lourd, on se sent plus lourd, on peut se sentir plus ballonné. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est pas nécessairement propre aux gens qui ont la maladie cœliaque, c'est de trouver qu'ils vont se sentir mieux s'ils mangent moins de gluten. C'est juste ça que je veux dire. Fait que, quoi qu'il en soit, il y a eu quand même 4 études observationnelles qui n'ont pas observé de lien entre la sclérose en plaques et la maladie cœliaque. 2 études interventionnelles qui ont observé dans le sang une réduction des marqueurs inflammatoires. Puis une étude qui a suggéré que la consommation de céréales était associée à moins de risque de CEP. Fait que ça, tu sais, c'est un peu contradictoire. En soit que on mange moins de gluten puis on a moins de marqueurs inflammatoires, ou soit qu'on mange des céréales puis qu'on a moins de risque de CEP. Là, ça, c'est pas dans le même sens. Donc, pour la diète sans gluten, c'est sûr que l'évidence est comme moins concluante, là, on va dire. Fait que, bref, tu sais, vous avez vu, il y a plusieurs diètes qui sont pas vraiment nécessairement semblables. Tu sais, on a parlé de des diètes style paléo, on a parlé de des diètes style vegan, méditerranéenne. Donc, tu sais, en fait, c'est pas tous les mêmes aliments qui sont favorisés dans ces diètes-là. Puis malgré ça, il semble avoir des bénéfices là, sur la fatigue, la dépression, la qualité de vie, certains symptômes. Donc, comment on peut réconcilier ça? Ben, je pense qu'un gros point positif, c'est que manger mieux, quand on mange mieux, on va mieux. C'est ce qu'on a dit au début de la présentation, puis c'est ce qu'ont en commun toutes ces diètes-là, là, je pense, que quand les gens se mettent à les suivre, là, ils font plus attention à leur alimentation. L'autre chose, c'est que souvent, il y a des vitamines, des suppléments qui peuvent être associés à ces diètes-là. Puis ça aussi, mais ça peut peut-être contribuer à la diminution de la fatigue puis tout ça. Fait que je pense qu'on peut pas recommander une diète en particulier. On a le guide alimentaire canadien, en fait, qui est assez similaire à ce qu'on a dit tout au long de la soirée. Tu sais, les principaux aliments à favoriser et à éviter. C'est un peu la même chose là, que dans le guide alimentaire canadien. Là. Donc, je pense que déjà, là, c'est une bonne base. Fait que c'est ça. Donc, je dirais qu'en conclusion, manger sainement, oui, est bénéfique pour la sclérose en plaques comme pour la santé générale et la prévention des comorbidités vasculaires qui peuvent augmenter le risque de handicap élevé en sclérose en plaques. Il semble pas pour le moment avoir une meilleure, entre guillemets, diète. Peut-être la diète méditerranéenne. Il y a beaucoup de limites, là, de limites dans les études actuelles. Il n'y a pas de groupe contrôle. Des fois, les études sont un peu contradictoires, comme on a vu pour le gluten. Il peut y avoir des facteurs confondants, comme des suppléments. On fait plus d'exercices, on perd du poids, etc. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle malgré tout, parce que je vous ai parlé de 2 études intéressantes qui avaient été présentées au congrès de l'American Academy of Neurology au printemps. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui est de plus en plus intéressant pour les chercheurs, pour les patients, et donc peut-être que dans les prochaines années, on aura plus d'informations. Je pense que aussi, si il y a des facteurs qui sont à considérer lorsqu'on va choisir de changer notre diète. Moi, souvent, ce que je vais dire à mes patients, c'est un peu ce qu'on vient de dire aujourd'hui, mais je vais leur dire, tu sais, si vous voulez devenir végétarien, je sais pas, faut suivre telle diète, parce que vous y croyez, puis tout ça, puis vous l'essayez, puis vous vous sentez mieux, tu sais, j'ai pas de problème tant que vous mangez de façon saine, puis que vous manquez pas, tu sais, de rien. Je pense que, il y a plusieurs considérations. Maintenant, le coût, c'est sûr, ça devient de plus en plus une considération quand on pense à changer de diète. La faisabilité, on a parlé que la diète cétogène, ça pouvait être un peu plus difficile. Puis, il y a des nutritionnistes qui peuvent aider. Là. Moi, tu sais, je suis pas nutritionniste, fait que je suis pas très bonne là, pour vous dire, tu sais, exactement, précisément quoi manger dans chaque diète. Mais définitivement, là, si vous voulez être sûr de ne pas manquer de nutriments ou de quelque chose, ben ça peut être pertinent de consulter une nutritionniste. Puis, j'ai des patients qui ont trouvé que, justement, avec l'aide d'une nutritionniste, ils avaient gagné de l'énergie, là, finalement. Donc, c'est ça. C'est sûr que, bon, l'accès aux nutritionnistes, c'est pas tout le temps facile, mais si d'entre vous avez des assurances privées, ça peut peut-être être une opportunité.
Pour terminer, je voulais juste vous mettre quelques références que je trouvais intéressantes là, pour les patients. Fait que c'est les sites, en fait, des sociétés de sclérose en plaques, là. Donc, la Société canadienne, vous la connaissez bien. Si vous parlez anglais, il y a le site de la Société américaine, en fait, qui est quand même bien. Puis moi, j'aime particulièrement le site de la Société britannique. mssociety.org.uk, là, je trouve que c'est bien fait, puis il y a beaucoup d'informations là sur la diète. Mais c'est sûr que c'est en anglais là, parce que c'est britannique. Donc c'est pas mal ça que je voulais vous dire. Je sais pas s'il y avait quelques questions. Ben, merci énormément, docteur Emmanuel Lapointe. C'était vraiment, vraiment extrêmement pertinent. Moi, je suis aux premières loges de ces webinaires-là et je prenais vraiment plein de notes pendant pendant que vous parliez. Ben oui, il y a quelques questions en fait que je vais pouvoir transmettre de nos gens qui nous écoutent en ce moment. Euh, donc, allons-y avec cette question-ci qui demande juste de préciser par rapport au niveau de que l'exposition au soleil est inversement corrélée à la SP. C'est-à-dire que le soleil donne plus de vitamine D, donc il faut passer plus de temps au soleil. C'est bien ça? C'est ça. Donc, dans le fond, plus on est exposé au soleil, moins on aurait de risque d'avoir la sclérose en plaques. Donc, parce que plus qu'on a de vitamine D, probablement. C'est ça le lien qu'il y avait à faire. Ouais. OK. On demande, quelqu'un demande qui dit qu'il y a de la difficulté avec l'enflure de ses jambes et ses pieds. Comment utiliser la nutrition pour l'aider? Des aliments à éviter? C'est une bonne question. Peut-être éviter de manger trop de sel, là, parce que ça peut occasionner de la rétention d'eau. Autre que ça, je vous dirais que j'ai pas ben de bons trucs. Je vous dirais peut-être, c'est ça, d'éviter le sel. Puis c'est toujours surélever les jambes. Si vous pouvez porter des bas supports, porter des bas supports. Ça, c'est les trucs non aliments, là. Sinon, ici, j'ai est-ce que 20 000 UI de vitamine D une fois par semaine est suffisant lorsque nous avons un diagnostic de SP? Oui, en fait, ça va. Puis c'est souvent même ça qui est donné là, dans les études. Fait que 20 000 unités par semaine, ça va. Merci beaucoup. Sinon, ici, j'ai entendu parler du supplément de collagène marin. Je sais qu'il faut faire attention pour ne pas stimuler le système immunitaire. Je me demande si vous connaissez ce produit, aussi quels sont les suppléments alimentaires permis pour ne pas stimuler le système immunitaire à part la vitamine D. C'était une question en 3 volets. Ouais, ben en fait, ça, c'est vraiment, tu sais, vous avez vu comme on n'a pas beaucoup de données. Alors, tu sais, c'est un peu la même chose pour les suppléments. Les suppléments qui stimulent techniquement le système immunitaire, c'est plus un risque théorique, dans le sens qu'il y a des études animales ou humaines qui ont observé des augmentations des marqueurs inflammatoires, blabla, mais il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas de supplément qu'on sait définitivement qui augmente l'activité de la maladie. Fait que moi, ce que je vous suggère, tu sais, les suppléments, on les connaît pas tant que ça, là, les neurologues. Puis quand il y a une combinaison de plusieurs suppléments, là, des fois, tu sais, ça peut poser problème. Moi, je conseille toujours de référer à à votre pharmacien. Parce que lui, il va pouvoir vous dire, tu sais, si peut-être il peut avoir des interactions. Puis, c'est sûr que s'il y a un supplément qui est techniquement, tu sais, pro-inflammatoire, peut-être c'est pas celui que je choisirais, là. Mais on n'a pas d'évidence formelle pour dire que oui, je suis certaine que ça va être néfaste. Tout comme on n'a pas d'évidence formelle pour dire oui, je suis certaine que les autres que la vitamine D, vont être bénéfiques. Tu sais, vous comprenez? Donc, c'est ça. Il y a juste vous qui pouvez hocher de la tête, les autres, chez vous. J'ai une autre, en fait, une petite question qui vient un peu complémenter celle-là. Est-ce que c'est plus bénéfique d'ingérer ces nutriments-là, puis ces vitamines-là, avec notre alimentation ou avec un comprimé, ou ça revient au même?
Ben, je pense que si on a une alimentation, tu sais, qui est riche en vitamines, puis qui est bien équilibrée, je pense pas qu'on a besoin de prendre nécessairement, tu sais, des suppléments en plus, peut-être sauf la vitamine D, là. Euh, mais donc c'est ça. C'est sûr que si on suit une diète particulière, ben là, à ce moment-là, oui, ça peut être pertinent de supplémenter notre diète avec certaines vitamines. Mais sinon, tu sais, si on va chercher ça dans notre diète, honnêtement, ça coûte quand même cher, là, les suppléments. Puis, tu sais, si vous en prenez trop, votre corps va juste les éliminer, là. Fait que, tu sais, au fond, c'est pour ça que, tu sais, on regarde ce qu'on mange, on essaie de manger bien d'abord. Puis si on a un doute parce qu'on suit une diète particulière, ben là, on peut parler avec une nutritionniste, là. Une autre question. Ici, y a-t-il des médicaments qui visent spécifiquement à prévenir l'atrophie cérébrale? Tous! Oh, En fait, une issue, on va dire, qui est toujours regardée dans les études maintenant. Et tous les médicaments, pas mal, là, en fait, tous qu'on utilise peuvent réduire l'atrophie cérébrale en comparaison avec le placebo. Surtout si on regarde tu sais, à plus long terme. C'est donc c'est sûr que ce qu'on sait pas, c'est bon, parce que l'atrophie cérébrale, en fait, c'est surtout dans notre tête associé à la progression. OK? Donc, en fait, on en a à tous les stades de la maladie, mais quand on va vraiment voir plus d'atrophie au niveau du cerveau, même à l'œil nu, souvent, c'est qu'on va être rendu, tu sais, en phase progressive où on a plus de chances de s'y rendre, là, du moins. Donc, c'est sûr que c'est peut-être une cible, tu sais, qui va être d'autant plus pertinente lorsqu'on va avoir des traitements efficaces pour ces formes-là. Là, on a des traitements avec efficacité modeste, là. Euh, mais c'est ça. Donc, mais c'est regardé pour tous les médicaments, puis ça fait partie des objectifs indirects, on va dire, là. merci beaucoup. Une autre question ici, on revient vers la nutrition. Est-ce que le gluten se trouve surtout ou seulement dans les carbohydrates? Je ne pense pas. Je pense que il y en a aussi dans les patates du gluten. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas de gluten dans les patates. Donc oui, je pense que c'est plutôt dans les pâtes, le pain, etc. Là, oui. Ouais. Ah, c'est ça, on associe les trois P ensemble d'habitude, mais là, Ouais, patate. non, c'est ça. Euh, J'ai vérifié en même temps, là. Et non. est-ce... ok. Est-ce que les produits laitiers sont recommandés ou bien sont pro-inflammatoires? Ben, ça, en fait, les produits laitiers, c'est un bon exemple d'études qui disent le contraire l'une de l'autre. OK? Mm. Donc, autant, là, il y a des études qui disent que c'est pro-inflammatoire, autant il y en a qui disent que c'est bon. Ben, il y en a pas tant que ça, là, des études, là, mais mettons, vous pouvez en trouver qui disent les deux. Alors, je pense Ouais. que vous pouvez en prendre de façon raisonnable, mais on n'a pas de, on peut pas dire je suis certaine que c'est bon ou je suis certaine que c'est mauvais. Ouais, dans mes propres recherches personnelles, j'avais regardé beaucoup le protocole de Walls et elle dit, si je me souviens bien, de pas manger, de pas consommer de produits laitiers, mais aussi on me disait des fois à d'autres endroits le contraire. Fait que c'est pour ça que je trouve ça C'est ça. très très pertinent de vous avoir avec nous ce soir. A-t-on des données sur l'impact de la consommation d'alcool modéré sur la maladie? Ah, mais c'est une bonne question. En fait, la consommation d'alcool modérée, il y a plus de données en maladies en neurodégénératives, là, démence, là, genre Alzheimer, hein, que en Ouais. sclérose en plaques. Mais de plus en plus, on devrait recommander de pas en boire, là, semble-t-il. Donc, c'est ce que mon collègue là, qui est spécialiste en démence là, commence à nous dire. Et donc, on se rend compte que même à des plus faibles doses, il peut avoir un impact là, sur l'atrophie de certaines structures, notamment celles qui contrôlent l'équilibre et sur de l'impact sur certaines démences. Fait que,
sais, basé sur ça, je vous dirais peut-être que même la consommation modérée, on devrait faire attention. Bon, je pense qu'il faut pas virer fou non plus là. Si on respecte les recommandations canadiennes, là, je pense que c'est correct. Là. Je pense que c'est l'excès qui est surtout néfaste. Là. Ouais. Et pour terminer, je pense une question que vous avez pas mal répondu, mais est-il bon de prendre des probiotiques à l'occasion? Oui, c'est ça. Ben, comme on disait, on le sait pas, finalement. Il y a certaines études, il y a certaines études qui suggèrent là, que ça pourrait être bon là, pour la fatigue, entre autres. Mais fait que, tu sais, comme je disais, si vous trouvez que ça vous fait du bien, que ça vous rend plus régulier, que ça vous, que vous vous sentez moins fatigué avec ça, ben je dirais il n'y a pas de problème. Si vous trouvez que ça change rien, puis que ça vous coûte ça coûte cher aussi quand même là, des probiotiques, donc ben à ce moment-là, vous êtes peut-être pas obligé d'en prendre parce qu'on n'a pas d'évidence très concluante au niveau scientifique là, pour formellement le recommander. Là. Fait qu'on peut pas formellement recommander grand-chose autre que la vitamine D puis que bien manger. Ouais. Bon, ben, écoutez, merci énormément pour toute cette information-là. Je trouve que c'est d'une pertinence incroyable parce que moi, personnellement, j'ai tendance à me manger souvent, la plupart du temps 3 fois par jour. Puis, puis c'est des informations que j'avais l'impression que je pense que les gens qui ont la SP comme moi, on a envie tout le temps d'aller chercher un peu c'est quoi le meilleur mode de vie qu'on peut avoir. Puis l'internet, c'est toutes les bonnes réponses et toutes les mauvaises réponses au même endroit. Donc, c'était vraiment, vraiment très instructif de vous avoir avec nous ce soir. Donc, merci énormément. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, voilà, j'aimerais maintenant prendre juste un petit instant pour remercier nos commanditaires. Donc, notre commanditaire principal qui est Novartis et nos partenaires Biogène, EMD, Serono, Alexion et Roche. Je rappelle que les enregistrements des webinaires précédents sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Suivez également la Société canadienne de la sclérose en plaques sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût des dernières nouvelles. Et moi, je vous remercie d'avoir pris part à ce webinaire. Comme je l'ai dit plus tôt et que je le redis à chaque fois, c'est tellement le fun d'avoir ces experts-là qui viennent trancher des questions qu'on finit par avoir quand on fait nos propres recherches et qu'on va voir, on essaie d'améliorer notre situation en faisant des actions concrètes. Donc, merci à la société encore d'organiser ces webinaires et bonne soirée à vous.